Yep. Bonjour et bienvenue dans les TBO. Alors vous connaissez sûrement au moins l'un des 7 calvaires monumentaux de Bretagne, véritable emblème du patrimoine religieux de notre région. Mais saviez-vous qu'aujourd'hui, vous pouvez les découvrir de nuit, entièrement colorés, un spectacle incroyable dont nous parle notre invité Dominique Cap. Mais juste avant, on fait un point sur l'actualité de ce mardi 30 juillet. Du côté des énergies marines, l'hydrolienne Sabella est en fin de chantier. À quelques mois de son immersion en mer d'Iroise, l'entreprise CDK, à la Forêt-Fouesnant, termine la fabrication des pales et du bulbe. Julie Postolek est allée jeter un petit coup d'œil aux travaux. L'hydrolienne Sabella d'Edis, bientôt prête à se déployer. D'Edis pour 10 mètres de diamètre. Un diamètre composé de pales en résine et fibres de carbone, dont la dernière est en construction. Les opérateurs que vous voyez là, entre autres, vont commencer à draper couche par couche la partie structurelle qui est en carbone. C'est un matériau qui ne fatigue très très peu. Par rapport aux agressions chimiques aussi, je pense que c'est l'absence quasi parfaite de corrosion. Les pales, mais aussi les bulbes du rotor devront l'être résistants, car le tout reposera à 50 mètres de profondeur entre Ouessant et Molène pour générer de l'électricité. De par leur orientation et leur implantation, elles se mettent à tourner et à générer un mouvement rotatif. Alors sur un vélo, ça s'appelle une dynamo, et sur une hydrolienne, ça s'appelle une génératrice. La génératrice de Sabella, la voici en phase de test. L'assemblage des pièces prévues en septembre a été repoussé. Il manquait en effet 5 millions d'euros sur les 12 nécessaires, des fonds finalement obtenus qui devraient permettre une immersion en mars 2014. Le site du Front Vert, entre Ouessant et Molène, a un potentiel d'environ entre 300 et 500 MW. C'est l'équivalent de 300 000 foyers à peu près. Et cette ferme pilote va servir entre autres à assurer l'alimentation de Ouessant, des Ouessantins, dans un premier temps, avant d'avoir un déploiement de plusieurs centaines de mégawatts. Et là, c'est bien évidemment pour le continent. L'entreprise Sabella espère ainsi que son hydrolienne sera la première accordée au continent, avant d'en installer 4 autres d'ici 2015. Des voitures électriques et gratuites dans l'enceinte des hôpitaux. Un service innovant proposé dans 4 établissements français, dont le CHU de Pontchaillou à Rennes. Le concept rencontre un franc succès, comme l'explique Audrey Heuleux de TVRN 35. Toute la journée, c'est comme ça. Ça n'arrête pas. Oui, bonjour madame. Depuis avril, Philippe Cormier est une personne très demandée. Il conduit la Navette Plus, ces 2 véhicules mis en place par le CHU de Rennes pour mieux se déplacer dans l'enceinte de Pontchaillou, car difficile de se repérer dans cette forêt urbaine de 40 hectares. C'est beaucoup des gens qui viennent du Morbihan ou des Côtes-d'Armor et qui ne connaissent pas du tout l'hôpital et qui sont bien contents qu'on les emmène juste devant le service où ils passent des examens, quoi. Le principe de ce nouveau service, 2 points de rendez-vous, l'arrêt du métro et le parking visiteur où la navette est stationnée. Si elle n'est pas là, il suffit de l'appeler. Elle vous emmène alors jusqu'à l'entrée d'un des 18 bâtiments du site. Un service très prisé des patients comme des visiteurs. Donc c'est très pratique parce que ça évite de se poser plein de questions pour savoir dans quel bâtiment il faut aller, puisqu'elle nous amène du parking visiteur directement à l'endroit où on doit aller. Chaque jour, une cinquantaine de personnes empruntent la navette. Le CHU a choisi un véhicule électrique pour limiter pollution et nuisances sonores, un choix qui s'inscrit dans sa politique environnementale à long terme. Donc c'est aussi pour nous l'occasion de faire aussi un test sur l'utilisation de ces véhicules-là pour d'autres fonctions, comme les courses de sang ou les coursiers. Donc c'est tout naturel que ce choix s'impose à nous et aujourd'hui l'essai est plutôt positif et on a envie de continuer dans cette démarche. Seulement 4 centres hospitaliers en France proposent ce type de service. Le CHU de Rennes est le tout premier du Grand Ouest. Et on parle foot à présent avec cette information pour le moins insolite. Guingamp compte autant d'habitants que d'abonnés au club. En effet, ce mardi, En Avant Guingamp a enregistré son 7281e abonné. À noter que pour son premier match en Ligue 1, l'équipe se déplace ce samedi
à Rennes. Et puis, dernier préparatif pour le premier match du Stade brestois en Ligue 2. Le club se déplace ce vendredi à Châteauroux. Positif et plein d'entrain, les joueurs, à nouveau coachés par Alex Dupont, n'ont qu'un but, faire oublier leurs mauvaises prestations de la saison dernière. Reportage à l'entraînement avec Julie Sicot. Positif, c'est le mot d'ordre du Stade brestois avant le premier match de Ligue 2. Les consignes sont simples, faire oublier le désastre de la saison dernière. Cette année, c'est une année où on remet beaucoup de choses à plat, qu'on puisse, disons, faire vibrer notre public et donner une image beaucoup plus agréable. Sur le terrain de Kerlaurant à Guipava, Alex Dupont, l'entraîneur fraîchement revenu, prépare son effectif pour ce premier match. Et il est lui aussi résolument tourné vers l'avenir. C'est ce que j'ai ressenti moi en arrivant ici sur Brest, c'est une volonté d'aller de l'avant. Et puis aussi se dire que la Ligue 2 n'est pas une maladie honteuse, c'est un championnat où on peut aussi prendre beaucoup de plaisir et en donner aussi beaucoup à notre public, c'est ce qu'on compte faire. Pour l'instant, les premiers résultats du Stade brestois ne sont pas très parlants. 4 matchs amicaux, 1 victoire, 2 nuls et 1 défaite ce samedi face à Guingamp. Bruno Grougy, le fidèle de l'équipe, sera le capitaine de la rencontre de vendredi. Ouais, c'est une nouvelle saison, c'est surtout un nouveau coach et un nouveau discours. Donc on essaie de faire table rase, d'oublier tout ce qui s'est passé, de repartir sur une page vraiment blanche. Et je l'espère repartir sur de meilleurs résultats. Signe que la page semble se tourner, la bonne humeur dans l'équipe pointée par la nouvelle recrue Nicolas Verdier. Parce que le groupe a réussi à tourner la page et je me suis senti à l'aise dès le premier jour où je suis arrivé. Et c'est vrai qu'à partir de là, c'est beaucoup plus facile. L'intégration et puis le jeu sur le terrain se ressent quand il y a de la bonne humeur. Reste à savoir si les paroles seront suivies d'actes sur le terrain. Réponse ce vendredi à Châteauroux. Dominique Cap, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le président de l'association des 7 calvaires monumentaux de Bretagne. Et alors, après ceux de Plébin, Plougonvin, Guimillot, Saint-Égonec et Plougastel-Daoulas, les 2 derniers calvaires monumentaux de Bretagne sont mis en lumière dans les jours qui viennent. Il s'agit donc de Saint-Jean-Trolimont dans le sud Finistère et de Guéhenno dans le Morbihan. Donc Saint-Jean-Trolimont, c'est dès ce jeudi 1er août et Guéhenno, c'est du 8 au 11 août. Alors, c'est un travail de longue haleine, j'imagine, qui permet de découvrir finalement ce patrimoine sous un tout nouvel angle. C'est ça l'idée ? Oui, tout à fait. Les grands calvaires, le patrimoine cultuel breton, il y a 3000 croix et calvaires en Bretagne, et raconte une histoire, et notamment les grands calvaires de Bretagne, qui sont tous bien sûr classés monuments historiques. C'était ce qu'on appelait à l'époque un livre de pierre. Il racontait la passion du Christ, mais aussi des scènes de la vie locale. Et donc, il n'y avait pas beaucoup de livres à l'époque, donc ces calvaires racontaient ces histoires. Et comme les gens de l'époque n'étaient pas tristes, les calvaires étaient peints. Alors ça, c'est super important, tout le monde ne le sait pas. Nous, on a l'habitude de voir ce patrimoine de façon un petit peu austère et grise. Tout ça, c'était peint, c'était coloré. Oui. Alors pourquoi d'ailleurs ne pas les peindre carrément aujourd'hui ? On les illumine là, du coup, de différentes couleurs. Pourquoi ne pas les peindre ? Alors ils ont été peints et repeints et surpeints, puisqu'en fait ils étaient peints, mais le temps, un peu de pluie, de vent faisait que les peintures pouvaient partir, donc ils étaient repeints en fonction des modes et des époques successives. Aujourd'hui, c'est vrai que le temps ayant fait son œuvre, il n'y a plus de peinture, de couleurs sur ces calvaires. Donc, comme ils sont classés monuments historiques, on fait les choses de façon modérée, tempérée. La technologie nous permet aujourd'hui de leur rendre leur couleur par l'informatique, par les lasers, par la lumière. Donc, l'un des objectifs de l'association a été de refaire découvrir au public, aux habitants de Bretagne d'abord, qui redécouvrent leur patrimoine, et aussi bien sûr aux visiteurs qui sont dans notre région actuellement. C'est magnifique, les gens sont au rendez-vous à chaque fois. Ben oui, ça fait. On a d'abord, je sais pas, après ça c'est le travail du bon Dieu, on a eu de la bonne météo de chaque année, donc de ce côté-là on n'a pas eu à se plaindre. Et puis oui, c'est entre 10 et 15 000 personnes pour chaque calvaire tous les ans. Petite question quand même qui me taraude, sur ces 7 calvaires monumentaux, il y en a 6 qui sont dans le Finistère. Comment ça se fait ça ? Alors ça c'est le classement des calvaires donc est dû à leur taille, donc souvent c'était lié à la richesse de la région. Donc quand une région était très riche, elle faisait un calvaire, puis il y avait aussi une compétition entre les maîtres de pierre, les sculpteurs. Il y avait des écoles, l'école de Roland Doré ou quelques autres écoles. Donc il y a toute une école et une histoire, et puis c'est souvent lié, ils sont tous donc autour du XVIe siècle, donc c'est la tradition du lin.
qui était la richesse des différents secteurs, de la fraise à Plougastel. Qui a permis de financer finalement Oui, ces qui grands, finançait donc la mise en place des calvaires. Et puis on y trouve aussi de la légende, c'est aussi lié à la peste par exemple, donc c'était toutes ces époques-là. On mêle à la fois le réel, la fiction et les légendes. Bah, en tous les cas, il faut y aller. Je crois qu'il n'y a qu'un mot à dire. Allez-y, allez voir les illuminations des calvaires. Je rappelle les dates. Saint-Jean-Trolimont, donc c'est du 1er au 4 août. Guéhenno du 8 au 11 août. Et bien sûr, ces illuminations sont accompagnées de nombreuses animations, musique, théâtre, danse pour patienter jusqu'à la nuit. Merci beaucoup Dominique Cap d'être venu sur notre plateau. Toutes les infos, de toute façon, sont sur www.7calvaire.fr. Nous, on se donne rendez-vous demain à même heure pour un nouvel ETBO. D'ici là, passez une très bonne soirée. Salut!